Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Salam alaikum. Nous sommes le mercredi 12 décembre 2018 et nous avons le plaisir d'accueillir dans TSA Direct aujourd'hui Madame Malika Boudalia qui écrit pour les enfants mais qui est également pédagogue et qui connaît parfaitement le secteur de l'éducation et de la scolarisation. Nous allons donc parler de l'éducation. Le débat revient sur le devant de la scène, au devant de la scène ces derniers temps parce qu'on a entendu la ministre de l'Éducation, Madame Nouria Bongrabret, parler de l'enseignement des sciences, reconnaître implicitement ou directement l'échec des réformes scolaires, etc., d'une manière partielle. Alors, Madame Boudalia, bonjour, merci d'être venue, d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on n'est pas à un échec des réformes scolaires en Algérie? Mais la ministre a déclaré l'échec, elle a avoué l'échec, c'était pas de manière implicite, c'est de manière publique. Il y a eu, oui, de manière publique, bien sûr. Il y a eu, bien sûr qu'il y a échec. Suite, il y a à peu près, il y a 7 ou 8 organismes économiques internationaux qui ont fait également, qui ont abouti également à ce résultat, qui ont fait des enquêtes en Algérie. Il y a, par exemple, l'enquête effectuée par un organisme anglais et qui place l'Algérie en bas du tableau. Il y a le Forum économique de Davos qui classe l'Algérie en bas du tableau. Il y a de 2015 à 2016 l'enquête de l'OCDE qui place l'Algérie en avant-dernière place du classement mondial. Dans l'éducation? Oui, bien sûr, l'école algérienne, oui. C'est une école très mauvaise? D'après les organismes internationaux. En 2017, c'était l'UNESCO. Pour l'UNESCO, cette école figure à la 119e place, derrière la Tunisie, derrière le Maroc. Et il y a surtout la Banque mondiale qui a fait beaucoup de rapports sur l'école algérienne et qui mentionne que 68% des élèves redoublent au moins une fois dans leur scolarité. Et puis que certains élèves redoublent 2 ou 3 fois. Sachant par exemple qu'un pays comme la Mauritanie, où le redoublement est interdit, ben, la Mauritanie est de loin classée mieux que l'Algérie. Et comment expliquer ces résultats? Comment expliquer c'est simple. Et puis finalement, l'Algérie finance presque 2 écoles. Elle finance 2 fois l'échec, puisque chaque enfant refait. Beaucoup d'enfants refont. Oui. Donc les bailleurs de fonds ne regardent pas de très près ce qu'ils financent. Le ministère des Finances ne regarde pas où va l'argent. Parce que le ministère de l'Éducation a le premier budget, le deuxième budget. Le deuxième budget. Mais c'est un budget important avec celui du ministère de la Défense. Bien sûr. Donc ça s'explique partiellement par ça. L'échec, on connaît la cause depuis exactement 71. Bon. Il y avait déjà toute une génération en 65-66 qui rejetait le modèle importé. Bon, mais nous ne sommes qu'Algériens, on n'était pas écoutés. Par contre, il y a Francis de Bizère qui a... c'est français. Oui, le directeur du Belk. Ben, là où les inspecteurs ou les fonctionnaires de l'éducation allaient, et je pense à ce jour continuent, allaient se former en formation. Les inspecteurs enseignants algériens. Oui. Le Belk se trouve à Paris. Oui. Alors, la cause première de cette école, c'est la langue de scolarisation. Cette affaire de langue de scolarisation, on trouve maintenant ce concept, si vous voulez, normal. Mais ce concept est né en 1947. Jamais on ne parlait de langue de scolarisation. Jamais. Vous parlez de langue simplifiée. C'est la langue simplifiée inventée en 1947, dont les normes sont inventées, décidées en 1947. Avant, on parlait jamais de langue de scolarisation. C'était évident que l'école transmette la langue littéraire, la langue des écrivains, la langue des poètes. C'était l'évidence. Tout d'un coup, on se met à parler de langue de scolarisation. Et pourquoi? Quelle est la raison? Parce que pour répondre au projet de l'UNESCO de 1947. C'est-à-dire qui était d'inventer pour les pays colonisés une langue de scolarisation simplifiée, une langue simplifiée pour les maintenir dans la soumission, pour les maintenir dans la domination. Bon. Cette langue de domination, ce projet a été combattu par des intellectuels français. Donc, ce projet est même rentré au Parlement français
Parlement français et a été rejeté à l'unanimité, ce qui est extraordinaire. C'est très rare qu'un projet soit rejeté à l'unanimité. Alors, en 1954, c'était en tout cas un collectif d'intellectuels français qui était anticolonial, qui a combattu ce projet et qui a publié un livre collectif qui s'appelle « La langue simplifiée, non ». En fait, il y avait deux titres. Il y avait la langue élémentaire, non. La langue fondamentale, non. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vocables pour ce projet. Moi, c'est moi-même qui préfère choisir la langue simplifiée parce qu'on est mieux compris quand on parle de langue simplifiée. Parce que quand vous traduisez en arabe, vous dites l'aura SSIA, ça peut même paraître bien, vous voyez? Parce que ça veut dire fondamental. Alors qu'il s'agit de l'aura Mobassata. Voilà, Mobassata. Ouais. En traduit, ça donne l'aura Mobassata. Est-ce qu'on enseigne cette langue simplifiée à l'école algérienne? Cette langue, et ce projet rejeté au Parlement français, rejeté par les intellectuels français. Cette langue a été adoptée en Algérie en 1965. En 1965. Oui, le premier texte qui régit l'école algérienne, a pour titre non pas l'enseignement de la langue arabe, non pas l'enseignement de la langue nationale, mais il y a un nouveau vocable. Texte officiel, texte officiel d'enseignement de la conversation. Et le mot arabe, sur le texte, je crois qu'il y a 30 pages dans ce texte officiel, le mot arabe n'existe pas. Muhadatha, hiwar, الجملة البسيطة المفردات البسيطة المفردات الملموسة les mots concrets, voilà. Donc, et déjà à l'époque, quand on pouvait lire ceux qui ont le plus écrit et combattu ce projet, ce sont des intellectuels français et surtout des sociologues. Alors, lorsque j'avais écrit mon livre sur Pavlov à l'école algérienne, j'avais cité un des intellectuels français qui avait dit « L'échec de l'enfant est consommé le jour de son inscription dans cette école avec la langue simplifiée. » Dès qu'il rentre à l'école, oui, l'échec est programmé. C'est un peu ce qui explique ce qui se passe. Voilà, exactement. Et on voit De Bizère, qui pourtant est directeur du BELC, c'est-à-dire sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, et qui est presque en désobéissance, et qui rejoint ses collègues et qui écrit contre cette langue simplifiée, parce que cette langue simplifiée est portée sur quoi? Quel est le support qui la porte? Eh bien, c'est un support qui s'appelle manuel. Ce n'est plus un livre, parce que... Les manuels scolaires. Oui, parce qu'un livre, par définition, un livre véhicule de la science ou de la culture. Or, avec la langue simplifiée, vous pouvez exprimer ni quelque chose de scientifique, ni l'un ni l'autre. Donc, c'est le manuel. En 1971, l'Algérie était l'unique pays à utiliser le manuel. Donc, quand Francis de Bizère a écrit La mort du manuel, il voulait défendre les enfants d'Algérie. Il s'adressait aux Algériens qui, tous les jours, étaient dans ses bureaux, puisque c'est les fonctionnaires et les décideurs du ministère de l'Éducation allaient au BELC. C'était presque leur résidence secondaire. Le BELC, c'est un centre de formation, qu'on comprenne. C'est un centre de recherche qui formait, quand vous lisez les textes anciens, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les archives sont ouvertes, donc on peut tout lire. Oui. On découvre que c'était réservé pour les décideurs. Oui. Voilà, donc c'est les décideurs du ministère de l'Éducation qui étaient reçus là-dedans. Alors, les décideurs qui étaient reçus là-dedans n'étaient pas au courant du livre, du cri de Francis de Bizère. Pourquoi ce cri n'a pas été entendu en Algérie? Pourquoi les intellectuels algériens l'ont dit justement par rapport à... Certains ont entendu. Oui. Bon.
Beaucoup ont entendu, mais ils ont été étouffés, ils ont été malmenés, ils ont été traités d'antinationaux. C'était une époque dramatique. À l'époque de Boumediene, quand même. Oui, 65, 66, 67, oui. Et ce système de... Parce que c'était remettre en question le parti unique. Ouais. C'est ça le drame. Ouais. Donc le pouvoir réel, il est là. Hein, on parle de l'armée. Le pouvoir réel, c'est exactement ce dont on ne parle pas. C'est-à-dire ceux qui ont un pouvoir sur les cerveaux, pas sur les frontières, c'est pas l'armée. Ouais. C'est ceux-là qui ont le pouvoir réel dans le pays. C'est le formatage de... Ben oui, des cerveaux, oui. Dans les années 70, il y a eu les codes fondamentaux. Est-ce que c'était une évolution, un changement Les codes fondamentaux, c'est tout simple. C'est l'importation d'un mode d'organisation. Ce n'est pas de la pédagogie, ça ne relève pas de la pédagogie. C'est pas de la pédagogie, qu'on comprenne, oui. Oui, c'est l'Allemagne de l'Est. Oui. On a importé de l'Allemagne de l'Est. Oui, malheureusement, ils n'ont pas importé la pédagogie de l'Allemagne de l'Est. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur les pays communistes, mais ils avaient le respect de l'enfant. Et ils ont bien formé leurs enfants. La preuve qu'après l'effondrement du monde soviétique, ils ont pu compter sur leurs enfants qui ont assuré la transition. Et nous, on se retrouve... Ouais. Avec ni l'un ni l'autre. Voilà. Et donc, ce que vous avez expliqué en langue simplifiée, des modèles importés, etc., est-ce que cela explique ce qui se passe aujourd'hui à l'école? C'est clair, on le savait depuis... Est-ce qu'on peut... On le savait depuis longtemps, mais non, on attendez, pas. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut réussir à faire des études avec la langue de conversation, la langue de la simplifiée, la langue de la communication quotidienne, avec une liste fermée, 50 mots ou 40 mots, et des mots, et des mots concrets? Est-ce qu'on peut réussir? Non, on ne peut pas réussir, c'est pas possible. Donc pour vous, il faut revoir l'enseignement de la langue. Pas la revoir. Pas la revoir. Entre-temps, on a eu en 2008 un texte officiel. Oui, sur l'éducation. Oui. C'était la loi de... 2008. Oui, c'est la loi de 08-04 du 23 janvier 2008. Oui, sur le journal officiel. Voilà. Ouais. Alors, en 2008, la loi est très claire. Elle a tranché dans cette politique des langues. C'est l'enseignement, c'est même pas l'enseignement. Là, parce qu'on ne parle pas d'enseignement pour les enfants petits. Oui. Parce qu'une réforme, elle apporte quoi? Elle apporte pas les contenus du lycée et du collège. Au lycée et au collège, c'est les sciences naturelles, la physique et la chimie. Les contenus sont le même partout dans le monde. Donc, les réformes apportent comment préparer les enfants pour entrer dans les mathématiques, pour avoir accès à la chimie, pour avoir accès à la connaissance aux sciences. Donc, il y a toute une période, non pas d'enseignement, mais de transmission. Toute une période, toute une étape où on donne à l'enfant les moyens. On donne à l'enfant une véritable langue très, 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 très riche qui va lui permettre d'accéder aux sciences. Donc, d'où vous avez, parce que je me rappelle que vous avez vous-même parlé de la nécessité de faire apprendre aux enfants de la poésie. Oui. Pas forcément pour comprendre le sens, mais pour acquérir la langue. Et pour activer les neurones. Pour activer les neurones. Aujourd'hui, scientifiquement, ce sont les neurologues qui expliquent cela. Il est très, 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 très important, au point que, par exemple, maintenant, en Europe, certaines écoles, puisqu'on leur laisse la liberté, il y a les grands objectifs, et puis on enseigne même la poésie latine. C'est une langue morte, là. Langue et morte, latin, oui. Et pourtant, la poésie latine, ceux qui ont décidé de faire apprendre par cœur aux enfants, de faire mémoriser la poésie latine, vous disent, eh bien, ils seront supérieurs à nous. Ah. C'est beau. Oui. Voilà. Ils n'ont pas dit, ah, le latin, c'est une langue morte, ça va encombrer son cerveau. Non. Moi, j'ai une amie qui a une petite école et qui, elle fait de la transmission. Elle a des étrangers dans son école. Et puis, elle enseigne la poésie kabyle et la poésie arabe. Et puis elle reçoit un étranger qui est là en Algérie, qui était en Algérie juste pour 6 mois. Elle lui a dit, écoutez, votre petite de 5 ans, elle est là pour 6 mois, c'est pas la peine qu'elle fasse kabyle et arabe. Il lui a dit, mais non, c'est le plus beau cadeau que vous lui ferez. Il y aura quelque part dans son cerveau, on ne sait pas ce qu'il y aura, mais il y aura quelque chose de très beau. C'est très, très, très important. Laissez-la. Vous voyez?
Vas-y. Donc il faut enseigner Oui, la langue, la culture. la culture. Et la loi parle de transmission d'un patrimoine littéraire. Mais pour vous, l'article de la loi de 2008 qui a évoqué cette question n'a pas été appliqué. Non. finalement. Le Et problème, pourquoi c'est qu'elle n'a pas été appliquée. Et pourquoi Le pourquoi, là, alors c'était le texte de loi est un texte d'orientation scolaire. Oui. C'était en 2008. Voilà en 2009 un texte parallèle d'orientation scolaire, Ça s'appelle un texte bis. référentiel général Oui. du programme. Et là, l'objectif de transmission d'un patrimoine disparaît. Donc Il y a ce plus. référentiel a remplacé la loi. Oui, il a remplacé la loi, Sur décision de l'ancien ministre, Boubkal Ben Bouzid à l'époque. sans je doute, pense. Ouais. sans doute. Ouais. Alors, non seulement il a remplacé la loi, et impose le manuel comme l'os arrangé, sans équivoque, c'est-à-dire comme l'os arrangé pour l'enfant. Le manuel scolaire. Le manuel, On a remplacé le livre par le manuel. voilà. Mm. Voilà. Et La- quel est le but justement de... Quel est le but? Oui. Il y a, à mon avis, hein, là je donne mon avis. Un but politique, pédagogique, un but... Là je donne mon avis. Allez-y. Ouais. Alors, il y a deux projets dans cette école. Oui. Il y a un projet supranational Oui. hein, d'expérimenter et d'adapter l'enfant à une langue simplifiée, parce que c'était nouveau dans l'histoire de l'humanité, Et la langue simplifiée aboutit à un enfant mal formé, sans culture. sans culture. On pensait à l'époque qu'on allait obtenir un enfant comme l'enfant primitif, sans culture. Vous voyez? D'accord. Parce que cet enfant avec 50 mots, il va faire quoi? Il va inventer sa langue. Sa propre langue. Oui, Oui. c'est pour ça qu'on entend les enfants vous disent aussi répondre d'aller, ils vont pas dire Djaoubni ou ils vont pas dire en kabyle, ils disent répondre d'aller, un peu comme les primitifs qui inventaient leur langue. Parce Ou qu'ils bien n'ont pas acquis parce les qu'ils mots. n'ont pas les mots. Ils n'ont Oui. 50, ils sont obligés de se débrouiller avec 50 mots. Oui. Jusque-là, ça va. Sauf qu'ils se sont dit, mais il y a un autre problème. Puisqu'on a vu où mener une langue simplifiée, l'enfant qui réinvente une langue nouvelle, l'enfant qui est dans la violence, comme peut-être l'enfant... Et maintenant, il y a un autre problème, mais l'enfant primitif avait un potentiel intellectuel. Oui. Alors, deuxième expérimentation, et si cet enfant, et si on enlevait à cet enfant d'Algérie le potentiel intellectuel? De quelle manière? De quelle manière? Avec le préscolaire précoce et la classe, et le CP, la classe préparatoire précoce. Donc le préscolaire est pour vous, ça enlève l'intelligence de Oui. l'enfant. Oui. De quelle manière? Puisque avant, on commençait la langue simplifiée à 6 ans. Donc l'enfant profitait au moins de la culture familiale jusqu'à 6 ans. Ouais. Et c'est comme ça que les générations de 70-80 s'en sont plus ou moins sorties. Oui. Voilà. On a une élite malgré tout. Oui. Oui. C'est grâce donc à l'éducation au sein de la famille avant Oui. l'école. Ouais. Ah, voilà. Ça veut dire qu'on avait des familles qui avaient une culture, qui ont D'accord. sauvé leurs enfants comme ça, par la culture familiale. En transplantant, en déracinant l'enfant à 4 ans, sur le CP à 5 ans, c'est sur le texte officiel. Mais le texte d'application, c'est 4 ans. 4 ans avec des dérogations. Ça veut Jusqu'à dire 3 ans. on a des enfants de 3 ans qui sont au CP. C'est-à-dire Cours on fait préparatoire. sortir de la famille, ils vont dans les cours préparatoires. Voilà. Et ça donne quoi après? Alors que le cours préparatoire est strictement interdit avant l'heure par la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc c'est une atteinte au droit à la C'est une- convention. oui, oui. Et c'est une atteinte à la tradition, puisque dans notre tradition, la'ibuhu sab'an. Mm. Dans notre tradition, on distinguait bien transmission et enseignement. C'est-à-dire l'enfant ne doit pas rentrer à l'école avant 7 ans. Non, D'accord. voilà. Mm. Alors là, non seulement il rentre à l'école à 7 ans, il prend la place des autres, on lui donne une classe. Les 4 ans, les 3 ans, ils prennent 2, 3 ans. Après, on parle de problèmes de surcharge de classe. On le veut bien, cette surcharge. Ouais. C'est voulu, c'est délibéré. C'est délibéré. Oui, c'est délibéré. Quel est le but Alors, là, je n'ai pas répondu à la Oui, question allez-y. où j'en étais. Donc, Sur le préscolaire, on parlait de préscolaire. du Déracinement de la le famille. déracinement, on était sur l'aspect intellectuel, le potentiel intellectuel, le primitif. Parce que là, on se joue de l'homme, Ouais. de l'humain.
C'est-à-dire, si on comprend, il n'y a pas de langue simplifiée, donc il n'y a pas beaucoup de mots. Et ensuite, c'est la préscolaire, déracinement, on enlève l'enfant de la famille. Oui, on a expérimenté ça à l'âge de 6 ans. Maintenant, on l'expérimente à l'âge de 5 ans, 4 ans, 3 ans. Et on expérimente en même temps autre chose. Parce que l'enfant, quand il est en classe, encore préparatoire, il est privé de quoi? De mouvement. Oui. Or, le mouvement, c'est la vie. Le mouvement, c'est la vie. C'est-à-dire la position assise dans la classe. La position assise des heures, durant des heures. Oui. Vous savez que dans la majorité des écoles, les enfants ne sortent pas en récréation, sous prétexte qu'ils peuvent se faire bousculer par les grands. Donc, c'est les petits prisonniers qui sont là, voyez. Alors, un enfant qui n'a pas le mouvement, comment va-t-il comprendre l'espace et le temps? Comment va-t-il développer? Parce que D'où la difficulté d'acquérir les maths. il n'y a plus de maths, c'est plus possible de plus le faire. À cause de cela. Bien sûr. Parce qu'il n'a pas d'idée de l'espace et du temps. Voilà, il ne peut pas construire l'espace et le temps. La ministre de l'Éducation, Mme Barabret, reconnaît elle-même que les enfants, les élèves algériens étudient très mal. Mais elle sait très bien que c'est parce qu'ils ont un préscolaire. Le préscolaire, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être important d'avoir, entre guillemets, un préscolaire. Mais il faut voir comment... Parce que les enfants, quand même, il y a... Comment dire, il y a un problème de sécurité dans la rue et tout. Mais tous les espaces et toutes les infrastructures du pays sont désertés toute la semaine. Pourquoi est-ce que les enfants n'en profitent pas? Oui. Il faudrait que les enfants de moins de 7 ans ou de moins de 8 ans soient dans les stades, dans les jardins publics et dans toutes les aires de jeu qui sont désertées. Oui. Et ils sont surencombrés le vendredi, le samedi, vendredi et le mardi après-midi. Oui. C'est pas normal. Voilà. Il devrait y avoir un roulement. Alors, c'est-à-dire pour vous, les enfants doivent Dans l'espace. être dans l'espace. S'ils n'ont pas l'espace, ils n'ont pas plus d'intelligence. Parce que le primitif avait l'espace. Parce que là, on touche l'humain. C'est pas l'Algérien. Oui. On expérimente en Algérie parce que c'est un pays ouvert à l'expérimentation. Oui. Et ça, c'est à cause du système de l'école fondamentale Oui. qui donne le pouvoir à une personne ou un petit groupe du parti unique. Sauf que dans les pays communistes, au parti unique, il y avait des élites. Oui. Il n'y avait pas n'importe qui. Oui. Il y avait l'élite de l'élite était au parti, était au comité central. Chez nous, ce n'était pas l'élite de l'élite qui était au comité central. Donc, c'était des aventuriers. Et voilà, ils ont ouvert les portes. Ils ont ouvert les portes aux expérimentations de ce qu'on appelait à l'époque des psychologues pervers. Voilà. Par exemple, mais les chiens d'appartement, est-ce qu'ils peuvent se débrouiller dans la vie? Oui. Ils ne peuvent pas. Ils sont assistés à vie. Eh bien, nos enfants sont élevés comme des chiens d'appartement. Et puis après, ils sont assistés à vie. Ou bien ils ont envie seulement de fuir. Est-ce que justement ce déracinement par rapport à la famille, est-ce que ça explique par exemple un phénomène constaté récemment, c'est le phénomène al-haraga? Il n'y a pas d'attachement à la terre. C'est un peu... Bien sûr. Vous retrouvez ça dans le programme, dans le projet de l'UNESCO de 47. Toujours. Et oui. Donc, la référence, c'est l'après-guerre. Oui. Qui donc a programmé, selon vous, le déracinement. Oui, les grands déplacements, l'attachement, on leur enlève l'attachement à la terre, l'amour de la terre, on les arrache à leur terre. Oui. Voilà, et ça, c'est programmé. Et comment, si l'enfant ne vit pas son enfance, pourquoi voulez-vous qu'il s'attache à un pays qui lui a confisqué son enfance? Il ne sait pas. L'amour du pays, c'est l'enfance. On se posera maintenant la question, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser cette situation que vous décrivez? C'est tout simple. Oui. D'abord, les choses peuvent se renverser en l'espace de 5 ans, moins de 10 ans. On peut entamer donc des réformes. Bien sûr. La cause Il faut n'est pas libérer les enfants et libérer les enseignants. La cause n'est pas perdue. Non. Non, tant qu'il y a des enfants qui naissent, Oui. tant qu'il y a des enfants petits. Oui. Et puis moi, j'ai vu, même avec les enfants de 10 ans, ça se rattrape. On Oui. peut faire. Mais il faut leur laisser beaucoup de liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'il faut enlever Les murs. Les murs de... Ah oui, les murs pour les petits. Oui. Pour les petits. Et l'enseignement se fait dans l'air pur, dans le grand air. Attendez. Oui, Le explique pour petit, que nos amis nous comprennent. les petits n'ont besoin de l'adulte que pour une chose, la transmission de la culture. C'est tout. Oui. C'est tout. Autrement, l'adulte le gêne dans ses expériences, dans sa découverte, dans son exploration du monde et dans sa découverte du monde.
L'adulte le sert. Vous avez les enfants, par exemple, de la Silicon Valley, qui sont dans un immense parc sans adultes. Oui. Comme ma génération, moi je suis de la génération avant l'indépendance, on avait le privilège d'être dans la rue sans être surveillé. Ouais. C'était extraordinaire. Il y avait la sécurité. Maintenant, on ne peut plus. Maintenant, la rue n'est plus sécurisée. Eh bien, il faut sécuriser des espaces et laisser les enfants libres. J'ai une enseignante de préscolaire qui me raconte, parce que là, même le ratio, c'est un ratio anormal. Je crois que c'est 1 pour 8, ce qui est très grave. Ailleurs, ce n'est pas 1 sur 8. Donc l'enfant, il est sous haute. Il y a un regard permanent sur lui, surtout les garçons. Ils ont un regard permanent sur eux. Alors il me dit Ils sont sous contrôle. Oui, sous contrôle. Il me dit quand ils se parlent, même si on est dans la récréation. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les enfants de 3 ans qui ont la récréation? Ouais. C'est dramatique, c'est pas des prisonniers. Elle m'a dit quand ils se parlent, parce que quand elle a compris, elle m'a dit Ils chuchotent. ils chuchotent et ils regardent si elle les voit. Parce qu'ils sont culpabilisés. Ils sont culpabilisés. Ils se sentent sous contrôle. Sous contrôle. Vous êtes parmi les pédagogues qui évoquent la nécessité de supprimer les inspecteurs. C'est pas moi. Non, non. On a construit dans l'histoire une civilisation. Oui. Qui a construit, qui a bâti cette civilisation? Les inspecteurs, on les connaissait, il y en avait. C'était les maîtres. Oui. C'était les maîtres. Les maîtres. Les maîtres d'école. Oui. Oui. Et ils n'étaient pas contrôlés. Et ils savaient très bien leur mission, ils connaissaient très bien leur mission, et ils la remplissaient très bien. C'était des transmetteurs, des passeurs de culture. C'est tout. C'est tout. C'était des passeurs de culture et ils n'avaient même pas besoin de formation. Pourquoi? Parce que les textes qu'ils transmettaient étaient de telle valeur culturelle que eux-mêmes, il y a une interaction, que eux-mêmes évoluaient à force de lire ces textes aux enfants. C'est tout. Et puis, les enfants étaient libres et on avait durant des siècles le sens de la chronobiologie. On savait que l'enfant ne pouvait pas tenir plus de 10 minutes, un quart d'heure. Donc, les enfants étaient dehors. Ils venaient soit devant le cheikh pour 10 minutes, parce qu'il y avait plusieurs écoles. Hein, il y avait l'école, la mosquée. Parlez de la tradition islamique. Oui. Ouais. Il y avait la mosquée où il y avait le Coran. L'enfant y allait pour 10 minutes, un quart d'heure. Il y avait d'autres écoles où c'était seulement transmission de poésie et de textes littéraires, et d'autres récits religieux et récits historiques. Moi, j'ai connu les 3 écoles. Oui. Voilà. Vous voyez? Et là, c'est l'école unique, le modèle unique, avec l'inspecteur qui contrôle. Qui contrôle quoi? Il est la courroie de transmission entre l'enseignant, si vous voulez, l'école, et les officines ou les instances internationales qui ont les promoteurs du projet. Donc c'est lui l'inspecteur qui assure la surveillance. Qui assure la surveillance et qui assure l'application du projet transnational. Qui vient d'étranger. Voilà. Est-ce que, Madame Griffou, il a été question de supprimer un peu le mardi après-midi, les samedis pour les enfants. Est-ce que vous en pensez de quoi de cette décision? Alors ça, c'est la piqûre de rappel. Je vous explique. Bon. Oui. Maintenant, les promoteurs de ce projet pensaient nous agenouiller en 50 ans. Oui. Or, il se trouve qu'il y a malgré tout une élite. Oui. Bon, ils ont compris, c'est le Coran. Donc, programme de socle commun, ce qu'on a entendu il y a 2 ans, et suppression du Coran, et le Coran est englobé là-dedans, le Coran est traité et simplifié. Voilà, je peux vous montrer. Oui, on peut voir? Oui, simplifié. Voilà. Pour quelle Voici raison? le Coran. Oui. Voici l'application d'un exercice du Belk sur le Coran. Est-ce qu'on peut voir? Il y a la caméra? Le voilà. Oui, un exemple. Il y en a plein. Hein? Oui. Voilà. Alors, Amina Al-Faragh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul ya ayyuha, la a'budu, wa la antum, wa la ana 'abid. Ah non. Alors, Qul ya ayyuha, des points. Des points, oui. La a'budu. Des points. Oui. Et quel est le but de ça? C'est un exercice à trous. Oui. Et ça s'appelle, il a un autre vocable, ça s'appelle l'exercice du texte abîmé. Le Coran est abîmé. Et quel est le but de ce genre Le but, le pavlovisme et le structuralisme sur le Coran. Est-ce que l'enfant va mémoriser avec ça? C'est un texte banal.
C'est plus le texte sacré. Oui. C'est une désacralisation du Désacralisé, oui, Oui, oui. Et puis, Tarbiya Islamia, l'éducation islamique, vous les... oui, ضبط الأنشطة في اللغة العربية تربية إسلامية Tarbiya Islamia, السنة voilà. الثانية من التعليم الابتدائي. Et puis, Tarbiya Islamia, dans quelle langue? La langue simplifiée. Oui. Hein? Oui. Et d'ailleurs, puisqu'on a eu affaire à la ministre de Manuel Valls, Oui. pour Manuel, sa vision de l'islam de France, qu'est-ce que c'est? C'est un islam sans Coran. Alors, pour lui, Pour l'éducation islamique. oui, Ouais. il faut beaucoup d'éducation islamique, Oui. ça c'est sa Coran. thèse, Ouais. sans Coran. Ouais. Voilà. Et au ministère, un porte-parole du ministère a annoncé, c'est-à-dire en veux-tu, en voilà, nous vous offrons 850 ou 820 heures d'éducation islamique. Oui. En Et France, plus de Coran. Ici, pas en France. En Algérie. Ici, oui. En Algérie. Donc le projet de Manuel Valls, il est appliqué ici à la lettre. Oui. Il est appliqué à la lettre. Mais il y a toujours en Algérie les écoles coraniques. Vous les avez vus? Ouais. Moi, l'école coranique de mon enfance, elle s'est transformée en centre d'alphabétisation pour les femmes. D'accord? Il n'y a plus aucun enfant qui y entre. Ouais. Moi, déjà, dans les années 90, mes enfants, je les ai mis à l'école coranique à Bechadem. Au bout de 3 mois, ils n'ont pas appris une phrase. C'était même dangereux parce que c'était le pavlovisme à fond. Voilà. Le support pavlovien, la règle, enfin, etc. Donc, non. Je ne sais pas, peut-être certaines zones très, très, très éloignées. Ils n'assument pas leur mission. Mais non, on les a contaminés, c'est-à-dire on a voulu, entre guillemets, les moderniser. Moderniser, c'est-à-dire arrêter d'être ce qu'ils étaient. Vous les avez ramenés à notre livre. Est-ce qu'il y a un exemple à citer? Alors, la différence entre livre et manuel. Oui. Un livre est porteur de culture. Dans un livre, il y a un titre, il y a un écrivain, il y a le nom de l'écrivain. Dans le manuel, c'est une langue inventée, Oui. donc c'est une langue masnoura, fabriquée. Le ministère est devenu une fabrique de cette langue. Des budgets extravagants, des budgets sont engloutis dans la fabrication de cette langue. Oui. C'est la raison pour laquelle en Algérie, l'enseignant ne peut pas avoir un salaire respectable. Parce que l'argent va à la construction, à la fabrication de cette langue de scolarisation, oui. au contrôle et à l'importation du papier, parce que c'est des forêts qui sont anéanties pour le contrôle et les rapports, parce que, en tout cas, le préscolaire, le primaire, c'est un monde complètement féminisé. Oui. Pour le contrôle des faits et gestes des enseignantes, des femmes, Oui. voilà. La plupart. Voilà. Donc, des rapports en 3 exemplaires. Quand une femme se tient totalement insoumise, c'est des rapports en 5 exemplaires. C'est ça le rôle de l'inspecteur. Donc, il est là pour rédiger des rapports. Rédiger des rapports, surveiller les Madame X et Mademoiselle X et Madame Y et faire des rapports. Et si elle applique le projet du maître véritable ou pas. Voilà. D'accord. Donc l'idée c'est de carrément supprimer ces rapports et de revoir ces manuels. Alors l'Arabia, première fois, c'est tous les mêmes. Ça c'est. Ils se ressemblent. Oui. La même couleur. La différence entre deuxième génération et première génération, là c'est l'islam qui est englobé, c'est le Coran qui est englobé, qui devient un texte banal. Banalisation du Coran. Voilà. Oui. Voilà. Qui est des exercices à trous, les exercices du Belk appliqués sur le Coran. À trous, c'est-à-dire les trous, et l'enfant, il dit qu'est-ce que je mets dans les trous. Ah. Ça n'aide pas à apprendre. Ça l'empêche totalement d'apprendre. Il n'est plus question d'apprendre, de mémoriser. D'ailleurs, ils vous le disent tous les matins, nous sommes contre la mémorisation. Oui. Ils font l'équipe actuelle, hein, pas seulement l'équipe actuelle, même l'équipe précédente. Oui. Ils font de l'éducation une affaire de goût et de couleur. Mais ça ne nous intéresse pas de savoir s'ils sont pour ou contre la mémorisation. Oui. Il y a un texte officiel 2008, il y a l'histoire, une école qui a 12 siècles, et il y a les objectifs européens. Oui.
qui sont pour la mémorisation, même des poèmes latins. Oui. Et donc il faut revenir pour moi à la mémorisation des Heureusement, poèmes. c'est pas des textes. pour moi, c'est pas une affaire d'opinion. Oui. L'Europe demande, exige Oui. la mémorisation de poèmes Mm. et de textes à mémoriser, d'œuvres. Ils disent d'œuvres à mémoriser. À mémoriser, oui. Ouais. L'Europe, l'histoire, la loi. Et si M. X ou M. Y ou Mme X a des opinions, qu'elle garde pour elle. Oui. Elle ne va pas les imposer. Il ne faut pas mentir aux parents quand même. Et, dernière question, Mme Boudalia, où sont les parents de tout ça? Écoutez, les parents, n'oubliez pas que dans les années 2000, il y avait les représentants de parents qui faisaient une campagne pour les merveilles du préscolaire. Même Ben Bouzid, qu'est-ce qu'on nous promettait dans les années 2000? Oui. On nous promettait, c'était le triomphalisme. On nous promettait l'entrée dans la société de la connaissance. Oui. Et puis maintenant, c'est la dégringolade. Hein? On nous fait porter le bonnet d'âne et ils se taisent, tous ces gens-là. Où sont-ils? Ils se taisent. Hein? Où est Benzaro? Où est Ben Bouzid? Benzaro qui a rédigé le rapport. Oui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a rédigé. Mais en tout cas, ils ont livré la langue arabe à une multinationale qui a fait du manuel, alors que cette même multinationale fait du livre dans son pays. C'est quelle multinationale? Hachette Édition et ses filiales. C'est filiale. Alors que Benzaro, qui était donc président du comité de réforme de l'école, mais oui, qui a été créé Hachette n'est pas rentré sans qu'il le sache. Oui. Il est rentré sous son aile. Est-ce que ce rapport a été appliqué sur la réforme scolaire? On ne sait pas ce qu'il a pris. Par exemple, moi, je peux témoigner, personne dans la commission n'a parlé d'un CP précoce. Personne. Oui. C'est un fait accompli. Et un fait inédit. Ça veut dire l'école préparatoire? Oui. C'était pas précoce. Jamais personne n'en a parlé. Or, le livre du cours préparatoire par Hachette Édition était déjà prêt avant la commission. Il était déjà prêt. Donc c'est un fait accompli. Fait accompli. Merci beaucoup, Madame Malika Boudalia. On a fait le tour. Pas le tour, bien sûr, mais partiellement, parce que c'est un débat passionnant. L'école et l'éducation, on aura sûrement le plaisir de vous retrouver pour détailler certains points parce qu'ils sont importants et parce que l'éducation est importante. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouvera très bientôt. Au revoir.